les accueillera au fur et à mesure. Donc, Catherine Bertin, Daniel Boucher, Christiane Casimajou a donné pouvoir à Didier Casimajou. Didier Casimajou. Catherine Sosa a donné pouvoir à M. Kérens. Après Dominique Clavier, Bernard Daneil a donné pouvoir à Mme Sabatier-Querel, François Dorin, Jean-Marc Depuy, Mylène Doro, Bernard Dréau a donné pouvoir à Corinne Loland, Laurence Ducos, Patrick Esper. Ah oui, a donné pouvoir donc à Bernadette. Voilà, non, c'est sa suppléante, voilà. Catel Etzart, toujours pas là. Laetitia Faubé, Thomas Filiatre, Maryse Fortinon, Michel Garin, Jérôme Gauthier, Alain Giroir. Il a donné pouvoir à Alain Giroir, oui, a donné pouvoir à M. Papin. Voilà. Donc Vincent Joannon, Pierre Laïto, Michel Latapi, Corinne Loland, Julien Le Tacon a donné pouvoir à Maggie Perronnet, André Massieu, Bernard Mateil a donné pouvoir à Jean-Marc Depuy, Valérie Méneret a donné pouvoir à M. Pelletan, Jean-Bernard Papin, Frédéric Pédurand, Patricia Peignet a donné pouvoir à Frédéric Pédurand, Jean-Marc Pelletan, Jean-Claude Pérez a donné pouvoir à Madame Doro, Denis Pernin, non, Maggie Perronin, Sylvie Porta, Alain Kérens, Audrey Rénal a donné pouvoir à Vincent Joanneau, Denis Rennes, Françoise Sabatier-Querel, Jean-Patrick Soulet a donné pouvoir à Thomas Filiatre et Aline Techné. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc là, c'est bon. Donc, je vous propose, donc, sur la désignation du secrétaire de séance, je vous propose ce soir Jean-Marc Depuy. Est-ce qu'il y a une opposition? Est-ce qu'il y a une abstention? Non, je vous remercie beaucoup. Donc, on passe aux décisions. Donc, vous avez les DIA comme d'habitude, affichés au tableau. Et sur les autres décisions, il n'y en a pas eu beaucoup cette fois-ci. Donc la première décision 2025-91, attribution d'une subvention d'investissement dans le cadre d'un dispositif ACP d'un montant de 2153,25 € à l'entreprise Ferronnerie Rionnnaise. Décision 2025-92, virement de crédit de 5 000 € au chapitre 65. Nature 65 561, contribution au fonds de compensation des charges vers le chapitre 014, Nature 739 118, autre attribution au titre des dégrèvements. Restitution au titre des dégrèvements. Voilà. Donc, on passe maintenant à l'approbation du PV de conseil communautaire du 26 novembre 2025. Est-ce qu'il y a des observations, des souhaits d'intervention concernant ce PV? Non. Donc, je vous propose de voter pour l'approbation. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Oui, vous allez l'avoir. Donc 39 à l'unanimité, je vous remercie beaucoup.
Donc on passe au délibération. Ah non, d'abord, le rapport social unique 2024 que je me dois de vous donner. Donc conformément aux obligations fixées par le Code général de la fonction publique, le rapport social unique 2024 a été transmis à l'Assemblée. Il est approuvé, alors il a été approuvé par le CST. Donc vous l'avez reçu. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions? Non, donc vous l'avez bien lu, tout va bien. Voilà, donc nous pouvons passer à la première délibération. Eh bien oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise autre chose? Bon, administration générale, modification des représentants des commissions thématiques. Suite à la démission de Madame Sandrine Andrieux. Sandrine? Sabine. Ah ben moi j'ai Sandrine, je m'excuse, mais voilà. On m'a changé le nom. C'est ma faute, c'est ma faute. Ouais, c'est pas grave. Bon, donc Sabine Andrieux, au sein du conseil municipal de l'Estiac-sur-Garonne, la commune souhaite qu'elle soit remplacée par M. Bruno Piquenot à la commission culture. Donc ça demande un vote, s'il n'y a pas d'observation particulière. Je vous invite, chers collègues, à voter. Le scrutin est ouvert. Piquenot, Bruno. Non. Le scrutin est clos. Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Toujours dans le cadre de l'administration générale, modification des statuts du syndicat mixte Sud-Gironde. Pour rappel, la collectivité est membre du syndicat mixte du Sud-Gironde. Le 13 octobre dernier, le syndicat a délibéré afin de modifier ses statuts. Il appartient maintenant à la CDC de statuer à son tour en tant que collectivité membre. Cette modification a pour objet de préciser le contour de la compétence optionnelle développement local, politique, contractuel qui regroupe donc le campus connecté Sud-Gironde, le contrat local de la santé mentale 2024-2029, l'action collective de proximité aide aux artisans et commerçants dans le cadre du contrat région et le programme européen à travers le conventionnement avec les autorités de gestion. Le contrat objectif territorial, le projet alimentaire territorial. Le bloc est un ensemble. La CDC, en tant qu'adhérente à cette compétence optionnelle, est contrainte, c'est important, de transférer l'ensemble des actions au pôle. Les élus du bureau auraient souhaité une compétence réellement à la carte, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des compétences sur lesquelles nous ne nous sentons pas particulièrement concernés, donc on aurait souhaité, là, il nous impose effectivement le bloc. Voilà. Bon, pour bénéficier donc si on pouvait choisir à la carte, on pourrait donc bénéficier du financement et les autres actions qui sont déployées que sur certains territoires. C'est le cas notamment du campus connecté qui ne dessert pas le territoire Convergence Garonne, mais que nous devrons abonder quoi qu'il en soit. Voilà, c'est ça, c'est que comme il n'y a pas la possibilité de pouvoir faire un choix, donc si on prend le bloc, eh bien, il faudra qu'on finance et qu'on abonde effectivement, et là on leur avait dit plusieurs fois que bon, sur l'université connectée, on n'était pas particulièrement concernés, puisque la plupart des étudiants qui sont sur notre territoire s'en vont à Bordeaux, parce que comme ça ils sont directement à l'université, ils peuvent aller dans les différentes bibliothèques ou lieux d'information. Voilà. Alors pour cette raison, donc dans le bureau, la position du bureau serait de s'abstenir
pour remarquer que, bon, on n'est pas en accord donc avec cette proposition-là. On ne va pas être contre, mais on n'est pas en accord. Donc, si vous rejoignez, alors soit vous êtes quand même pour, donc c'est le 1, donc sur le 2 c'est contre, et le 3 c'est s'abstenir. Voilà. Est-ce que j'étais clair par rapport à ça? Oui, juste les conséquences en fait. Aucune. Voilà. Aucune, mais Laurence, non. Laurence, l'important c'est que nous on puisse se manifester, parce qu'à chaque fois, voilà, on dit, bon, on va pas faire autre. Mais là, il faut qu'on marque quand même comme quoi, et je crois qu'au prochain, oui, je vais donner, au prochain, je vais donner la parole après à Alain qui suit ça de très près. La prochaine fois, il faudra que effectivement, on travaille là-dessus, parce que ça, c'est faire un bloc comme ça, sans discernement, ça me paraît un peu excessif. Alain, je te laisse la parole. C'est juste un complément à ce qu'il vient d'être dit, en fait. En fait, il n'y a pas de conséquences parce que les 3 autres CDC ont déjà approuvé, en fait. Il y a déjà une majorité, même si nous on vote contre, on serait minoritaire, de toute façon ça serait adopté. Alors, quitte à être minoritaire, pourquoi on n'est pas carrément contre? Parce qu'il y a certaines actions quand même sur lesquelles on travaille. Ça serait plus fort comme positionnement que l'abstention. Oui, comme disait Alain, le problème, Michel, c'est qu'il y a certains qui sont dans le bloc, certaines options qui nous intéressent par contre. J'ai compris que c'était un avertissement que vous voilà, donnez. c'est ça. Donc en étant contre, l'avertissement est plus fort. En fait, il y a 2 choses, c'est soit on vote contre la méthodologie, soit on s'abstient du contenu. En fait, oui, c'est soit on vote contre le contenant, soit c'est. Je suis claire ou pas? C'est la méthodologie pour laquelle on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on ne peut pas voter comme chacun le souhaite en précisant la raison pour laquelle on s'abstient ou on vote contre, tout simplement? Voilà. Exact. Enfin, oui. Après, individuellement, vous avez votre libre arbitre. Oui. Moi, à titre personnel, je voterai contre parce que je considère qu'on est en train de fabriquer une couche territoriale de plus et que c'est complètement inutile qu'on alourdisse les systèmes. En plus, les représentants, c'est de la délégation au 3e degré. Donc on est très loin de l'administré de base qui, si vous lui parlez du pôle, il ne sait pas ce que c'est. Donc je trouve que là, on est dans une dérive dangereuse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc si tout le monde a bien compris, je vais vous inviter à... Comment? C'est bon. Alors, je répète. Pour 1, contre 2, abstention 3. Ok? Allez, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Ce qui nous donne pour 2, contre 12. Alors, et l'abstention 25. Voilà, alors, dans les 12, vous pouvez m'amender s'il vous plaît. Donc il y a Laurence Ducos, Thomas Filiatre, Gara Michel, Giroir Alain, donc Valérie Ménoré, M. Pédurand, Madame Peignet, M. Pelletan, Madame Faubé, M. Soulet, Madame Technay et M. Clavier. Voilà. Et abstention. Et abstention, ben tout, voilà. Il y a les 2 pour. Voilà. 12 contre. Voilà, les 2 pour, donc c'est Monsieur Mateil et Madame Deniret. Voilà. Ok? On est bon là? Voilà, alors donc, comme, ah oui, alors il me précise notre DGS, comme les abstentions ne comptent pas, l'avis général est négatif. Voilà, donc c'est plutôt un vote, non c'est pas plutôt, c'est un vote contre. Voilà. Ok.
Bon, délibération suivante, concernant le développement économique, réévaluation des prix au mètre carré sur les lots situés sur la zone d'activité de Coudane. Et je donne la parole à notre collègue Dominique Clavier. Avec le peu de voix qui lui reste. Ouais, ça va aller, ça va aller. Donc oui, sur la zone de Coudane, on avait un prix au mètre carré qui avait été fixé en 2017 et qui n'a pas été réévalué. Je rappelle que la zone de Coudane, c'est une chose ancienne qui a été créée à l'initiative de la municipalité de Landiras, qui avait été transférée à la communauté de communes à l'époque où les communautés de communes prenaient la compétence des zones économiques. Donc ce prix avait été fixé à 16 € le mètre carré en 2017. Alors depuis 2017, quand même, on fait des travaux, on entretient l'éclairage, enfin tout ce qui convient de faire. Et le prix du marché est quand même bien au-delà de ça. Donc aujourd'hui, on n'a plus qu'un terrain à vendre. Et je vous propose de fixer le prix à 26 € le mètre carré pour la dernière vente qui nous reste. Et sur laquelle d'ailleurs l'acquéreur est tout à fait d'accord sur cette somme, puisqu'on on a rendez-vous chez le notaire début janvier. Absolument. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Non. Donc, chers collègues, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 39 pour, je vous remercie. Donc là c'était la 3. Donc on passe à la 4. C'est toujours M. Clavier, c'est le développement économique. Autorisation de l'EPFNA de conclure une acquisition sur l'extension de la ZA du pays de Podensac. Oui, alors on a une convention avec l'établissement foncier pour faire des acquisitions au but économique, je veux dire. Et le terrain dont on parle aujourd'hui, pour être assez clair, c'est celui qui est en face Arcelor, qui a une surface de 21 450 m², donc c'est un gros terrain qui aujourd'hui effectivement a une viabilité économique. Donc il y a eu une négociation entre l'établissement foncier et le propriétaire. Il y a un accord qui est trouvé sur une base de 420 000 € hors taxe pour les 21 000 m², c'est-à-dire 19,58 € le mètre. Donc je vous demande l'autorisation de donner le feu vert pour engager cette vente sur ces bases-là. On aura très peu de terrain économique, donc celui-là, 2 hectares d'un seul tenant en bord de route, présente un atout certain. Questions? Des questions? Non? Je vous invite, chers collègues, à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 39 pour, je vous remercie beaucoup. Voilà. Développement économique, ouverture dominicale des commerces, ça c'est chaque année, de détail en 2026. Oui, alors effectivement, on est saisi par la commune de Podensac, d'ailleurs comme tous les ans pour des ouvertures dominicales, dans la mesure où elle dépasse le nombre de 5, il faut qu'il y ait un avis conforme de la communauté de communes. Donc il y a 8 établissements de la commune de Podensac qui ont fait des demandes pour des dérogations, un gamme vert pour 8 ouvertures, Action pour 7, Lidl pour 12, 5 pour Intersport, 5 pour Chaussea, 2 pour Picard et 12 pour Jiffy. Voilà ce qu'on peut dire. On a traditionnellement, j'allais dire, toujours donné un avis conforme à ça. On n'a jamais été contre. À part Catherine. Corinne, pardon. Mais on a des convictions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais... Faut pas, Quand tu le sens. faut avoir des convictions. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? Donc je vous invite, chers collègues, à voter. Le scrutin est ouvert. Sur le côté, vous avez le numéro. Je ne sais pas lequel numéro. 24, c'est vous. Après, il y en a deux.
de 37. Il m'en manque encore. Voilà. Le scrutin est clos. Donc nous avons 38 voix pour et une voix contre. Et à la grande surprise générale, c'est Corinne Lolland. Voilà. Bon, c'est bien. Une femme de conviction. Ensuite, donc nous avons enfance Jeunesse. Donc je vais présenter, puisque notre collègue a pris quelques jours, donc renouvellement de convention d'objectifs et de partenariat pluriannuel avec l'association Croquelune. Donc dans le cadre de la politique en faveur de la petite enfance et de de l'enfance, la collectivité soutient l'association Croquelune, située à Séronce et qui gère une crèche de 18 places. La convention d'objectifs de l'association arrive à échéance le 31 décembre. Il est proposé de le renouveler jusqu'au 31 juillet 2027. En lien avec l'association, un point d'étape sera réalisé sur leur compte pour déterminer le montant exact de la subvention 2026 prévue à ce jour à 80 000 €. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, chers collègues, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 39 voix pour, je vous remercie beaucoup. Toujours dans le cadre de l'enfance jeunesse, subvention au foyer rural de Paillé. Cette association est implantée depuis 1995 sur la commune de Paillé. Dans le cadre du partenariat avec la CDC, celle-ci participe aux besoins du territoire concernant l'accueil des enfants de 3 à 14 ans. Cette année, la subvention nécessaire au bon fonctionnement de l'association s'élève à 82 625,75 €. Elle a subi une augmentation de 42,7% qui s'explique notamment par la demande de la commune de Paillé, au même titre que les autres communes, que l'association participe aux frais des fluides, mais aussi au personnel communal mis à disposition de l'association pour la préparation des repas, le service, la plonge et le nettoyage de la salle. Donc les charges supplémentaires liées à cette refacturation s'élèveraient à 18 161,32 €. Est-ce qu'il y a des questions? Je voulais savoir combien il y avait d'enfants. Là, est-ce que... Parce que... Jérôme, tu as... Moi, je pense une quarantaine d'enfants en moyenne. Ouais. Ça dépend, parce qu'il y a le mercredi, il y a les vacances. Oui, Donc, mais c'est pas forcément le même enfant. j'ai fait le compte, voilà, parce que ça revient à peu près à 712 € par jour. Je me suis dit, j'ai tablé sur 50 enfants, pas plus. Voilà. Et... De toute façon, c'est pas compliqué. Si tu compares le coût géré par association et le coût géré par CSC, c'est moins cher pour une association. C'est pour ça que CSC fonctionne comme ça. Bon, parce que moi, je ne sais pas si... J'irai voir le compte de ce qu'on reçoit par rapport à... Déjà, je parle d'accueil de base. Oui, c'est le monsieur. Je crois qu'on passe ces sommes-là. C'est moins cher que le fonctionnement classique de la CDC. Là, j'ai pas pris que pas tous là-dessus. Tout le monde entend. Sauf que la commune de Paillé, jusqu'à présent... Simplement, la commune de Paillé, contrairement aux autres communes du territoire qui accueillent des adolescents, n'avait pas cet argent-là. C'est juste une demande de régularisation. On est aux même chose. Simplement, on n'en bénéficie pas. C'est juste ça. Donc, j'ai juste demandé que ça soit à Paillé comme ailleurs. C'est tout. Est-ce que ça a été calculé pareil? C'est les services infrastructures qui ont calculé les mêmes choses. Et pas... Moi, je ne pense pas. Mais bon. Je prends le micro, Bernadette. Ok. D'autres questions?
Donc s'il n'y a pas d'autres questions, Je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc 38 voix pour et une voix contre. Donc qui est, voilà, Madame Cardon Bernadette. Voilà. À la première ligne, nous deux. Donc ensuite, la délibération suivante concerne Petite Ville de demain, avenant à la convention de coopération et de revitalisation territoriale de Convergence Garonne. Alors je rappelle à l'ensemble des collègues que celui qui est en charge donc de ce dossier important, c'est Jean-Marc Depuy, à qui je vais passer la parole, et donc qui a aussi comme chargé de mission Morgane Chéron, qui a, enfin, certaines communes a pu apprécier effectivement la qualité de son travail. Donc je passe la parole à notre collègue Jean-Marc Depuy. Merci Président, chers collègues. Alors en préambule de cette délibération, je souhaiterais faire un bilan des 20 mois passés depuis la signature de la convention d'opération de revitalisation du territoire. Et avant ça, à un jour près, il y a un an, notre conseil communautaire me renouvelait sa confiance à une large majorité pour exercer les fonctions de conseiller délégué, communautaire délégué au dispositif Petite Ville de demain. Et je voudrais d'abord vous renouveler mes remerciements pour la confiance pour ce poste. 20 mois donc, après la signature, c'est un programme qui change d'échelle ce soir. En 20 mois, Petite Ville de demain s'est imposé comme un outil structurant et transversal au service de la communauté de communes, mais également des communes, et qui ont intégré le dispositif. Nous avons depuis le début accompagné la commune de Cadillac-sur-Garonne et de Podensac dans l'élaboration de leur plan guide de revitalisation, élargi le dispositif à Bégueil, Cérons, Prégnac et Rions, et signé donc le 3 mai 2024 la convention d'ORT avec le préfet qui scelle notre stratégie commune avec l'État et nos partenaires. Nous nous apprêtons ce soir, et j'y vois un signe encourageant, à franchir une nouvelle étape en intégrant les communes de Donzac, de Loupiac, de Pujol-sur-Siron et Virelade. Et cet avenant sera signé, prenez date, le 4 février prochain avec monsieur le sous-préfet. 10 communes, une intercommunalité, et ce développement progressif montre bien que PVD devient un outil partagé, inclusif, au service de l'ensemble des communes du territoire, et des communes qui souhaitent s'en saisir. L'une des principales plus-values de la convention ERT, dont nous parlons ce soir, et ces derniers mois, réside dans la mise en place d'une véritable animation territoriale, continue et structurée. Nous avons volontairement multiplié les temps d'échange sur de nombreux sujets avec les élus pour garantir une méthode de travail réellement collective, des rencontres avec les communes PVD, des ateliers entre élus, une restitution en conférence des maires, des comités de pilotage, des comités techniques, ainsi qu'une revue de projet régulière. À cela s'ajoute une newsletter, et merci Morgane, dédiée au sujet, permettant à chacun de suivre l'évolution de ces sujets PVD. Plusieurs d'entre vous l'ont souligné, le fait de travailler ensemble, en atelier, en comité de pilotage sur ces projets structurants et transversaux a permis de renforcer la cohésion entre les élus et développer une collaboration plus étroite avec les services de l'intercommunalité. Sur le volet ingénierie technique et accompagnement du territoire, nous avons d'ores et déjà réalisé un certain nombre de projets concrets, une étude circulation et stationnement à Podensac, un appui financier et méthodologique sur la réhabilitation du cinéma luxe à Cadillac, le pilotage d'une étude centralité urbaine à l'échelle de l'intercommunalité, une charte enseigne élaborée pour l'ensemble de nos 27 communes. Cette charte a récemment été récompensée au salon Commerce Innov le 18 novembre dernier par la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Cette distinction vient saluer le travail partenarial et exemplaire en régie et piloté par le service développement économique en lien étroit avec le dispositif Petite Ville de demain. Et Dominique est d'ailleurs allé
recevoir ce prix pour la communauté de communes il y a quelques semaines aux côtés de Sonia et de Morgane, que je remercie pour leur implication sur le sujet, mais également mes remerciements à Agathe et Clément qui ont participé de manière active à la maquette graphique du document. Nous avons travaillé également sur le pilotage des travaux étudiants sur le thème de la revitalisation des centres-bourgs en lien avec la valorisation du fleuve. Une collaboration entre 9 communes de notre territoire et 3 universités. Le tout en collaboration avec Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Cette collaboration s'est terminée la semaine dernière par la présentation au Centre d'interprétation architecturale de Bordeaux, à l'espace Arc en Rêve, du travail des étudiants de l'ENSAP qui ont été réalisés sur notre territoire. Nous avons également travaillé au pilotage d'une étude de développement des mobilités et de structuration urbaine sur la gare de Séronce. Le diagnostic vient d'être rendu et on va passer à l'étape de projection. Le pilotage d'une étude de la requalification d'une friche à Séronce, le pilotage d'une étude sobriété foncière, le suivi de la candidature SRADET, qui a été une réussite pour la collectivité, une participation élargie à des projets culturels, environnementaux, touristiques, comme l'événement Traverse, l'événement Fleuve de Bordeaux Métropole, la participation au dispositif d'accompagnement à la renaturation des cours d'école, prévu pour 2026, la création d'une charte de végétalisation des centres-bourgs en collaboration avec le service environnement, plus récemment encore un appui au service développement économique pour le développement du marketing territorial, ou encore la collaboration avec le service des affaires culturelles sur le projet de microfolie itinérante. Ces réalisations témoignent de ce qu'est réellement Petite Ville de demain dans notre collectivité, un programme transversal qui irrigue l'aménagement, l'économie, l'environnement, la culture, le tourisme, les mobilités et l'urbanisme. Sur le volet ingénierie financière, c'est l'un des points forts de notre démarche. Nous avons su mobiliser les partenaires et optimiser chacun des projets, notamment d'ores et déjà avec le poste de Morgane, le poste qui est financé à 75%, 25% par l'État et 50% par l'ANA. J'en profite une nouvelle fois pour remercier le travail de Morgane, au même titre que l'a fait le président en introduction. Elle porte l'ingénierie de PVD sur notre communauté de communes depuis bientôt 3 ans. Sans son implication, sans le travail qu'elle a réalisé jusqu'alors, notre projet PVD ne serait pas tout à fait le même aujourd'hui. Concernant les subventions d'études intercommunales, près de 292 500 € ont été d'ores et déjà attribués. 50 000 € sont encore à recevoir d'ici la fin de l'année pour l'étude gare de Séronce, qui portera la part de subvention des études de la gare de Séronce à hauteur de 95 000 €, soit à près de 80% de l'étude. Subvention d'études communales que l'on a accompagnée avec Morgane pour un montant de 78 300 €. Sur les subventions de travaux, à l'échelle intercommunale, c'est près de 983 000 € qui ont été attribués sur les divers projets en transversalité avec tous les services de l'intercommunalité et des subventions travaux communes pour un montant de 274 000 €. Initialement, le fléchage de ces financements du dispositif Petite Ville de demain reposait essentiellement sur les acteurs institutionnels et historiques, l'État, le département, la région, et je faisais partie de ceux qui étaient un peu critiques du fait que l'État mette en place des dispositifs tels que cela, sans offrir de possibilités financières complémentaires sur le dispositif. Mais c'est sans compter le travail d'ingénierie financière mis en place par Morgane et notre DGS, qui travaillent en transversalité avec l'ensemble des services de la collectivité, que je remercie également, monsieur le DGS et les représentants des services, pour le travail partenarial et transversal. Ce qui nous a permis considérablement d'étoffer le panel des financeurs mobilisés. L'État, au travers du FNADT, de la DETR, du DECIL, DESEC et le Fonds vert, les agences de l'État, telles que l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANA, avec l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, l'ANS avec l'Agence nationale du sport, la Banque des territoires, la Caisse d'allocation familiale, le Centre national de cinéma pour les projets culturels, l'Union européenne avec les fonds FEDER, que nous avons été défendre, ou encore les partenaires locaux comme SGM, Sud-Gironde Mobilité, ou Voies Navigables de France. Et bientôt, nous avons commencé à développer un partenariat via le Club des mécènes de la Fondation du patrimoine
Et nous sommes en train de le concrétiser et pour lequel nous pourrons communiquer plus largement en détail dans les prochains mois. Bon, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais cette démarche a favorisé la diversification des sources financières, renforcé la capacité du territoire à porter des projets structurants. L'avenant que nous nous apprêtons à voter ce soir n'est pas une simple formalité, c'est une nouvelle étape dans la construction de ce dispositif pour notre territoire, pour être encore plus attractif, solidaire et plus durable. Le présent avenant donc vise à faire état de l'engouement des communes qui nous rejoignent sur ce dispositif et conformément à l'article 12 de la Convention de l'ORT, intégrer donc les communes de Donzac, Loupiac, Pujol et Virolade, de modifier l'ORT intercommunale et d'enrichir de nouvelles fiches actions ce dispositif et élargir le périmètre ORT de la commune de Cadillac jusqu'à l'entrée de Séronce pour intégrer un futur projet de mobilité. Voilà, Président, le petit bilan que je voulais faire sur le dispositif PVD, comme on n'a pas eu l'occasion de le travailler ou d'échanger en conseil communautaire sur ces sujets, je trouvais qu'il était bien, à la veille de la signature de cet avenant, de pouvoir partager tout ça avec vous. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions là qui gardent le micro en cas? Pas de questions? Si. Ah bon, allez. Une question. Ah, c'est... Allez, vas-y. Oui, c'est juste un commentaire par rapport à ce que vient de dire Jean-Marc sur ce dispositif qui est effectivement intéressant. Pour autant, je dois dire qu'on rejoint, nous, au titre de la commune de Pujol-sur-Ciron, effectivement le dispositif ORT parce qu'on croit qu'effectivement c'est un dispositif pertinent. Pour autant, il faut quand même que vous sachiez qu'on était engagé préalablement dans le programme Village d'Avenir, et aussi un programme qui est engagé par l'État, sur lequel on a eu des études d'impact qui ont été financées par l'ANCT. On a bénéficié d'une convention de mécénat avec le Crédit Mutuel du Sud-Ouest qui nous a attribué 33 000 €. On a un partenariat avec l'établissement foncier Nouvelle-Aquitaine pour des achats, puisqu'il s'agit d'une revitalisation en centre-bourg d'un vieux bâti. Et on a accueilli dernièrement monsieur le sous-préfet dès sa prise de fonction, qui est venu voir ce dossier et qui en a validé la pertinence. Donc j'espère que le fait d'intégrer l'ORT, on continuera dans cette dynamique positive qui a été initiée par le programme Village d'Avenir, qui est effectivement un programme qui est plutôt destiné aux communes rurales. J'assume la ruralité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour la centralité et un peu moins pour les extérieurs. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui est fait pour la ruralité, c'est bien de le souligner. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention? Non. Donc je vous propose de délibérer sur cet avenant. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 39 voix pour, je vous remercie beaucoup. Donc la délibération suivante concerne l'urbanisme. Donc approbation de la modification simplifiée du PLU de Rions, et je donne la parole à notre collègue Alain Thérèse. Merci Monsieur le Président, bonsoir à tous. Donc effectivement ce soir donc, on arrive au bout de la modification simplifiée du PLU de Rions. Donc, je vous rappelle donc on avait délibéré le 15 janvier 2025. Les objectifs poursuivis, c'était identifier les bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole ou naturelle. Ce dossier a donc été notifié au PPA donc avec un avis favorable de la Chambre des métiers, de l'artisanat, du SCOT du Sud-Gironde, de la commune de Rions, de la Chambre d'agriculture et de la DDTM. Le projet a été soumis en date du 8 août 2025 à la MRAE, qui a décidé de ne pas soumettre le projet à l'évaluation environnementale. Par délibération du Conseil communautaire en date du 23 juillet, donc les modalités de la mise à disposition du public avaient été arrêtées. Donc, je les rappelle, c'était une mise à disposition de 31 jours du 1er octobre au 31 octobre 2025 inclus, à la fois comme d'habitude en mairie de Rions et à la CDC. Il y avait également eu une ouverture de registre sur lequel le public pouvait porter ses observations. La presse, le public a été informé également par la presse au travers du Sud-Ouest du 13 au 9 septembre 2025 et du Républicain du 18 septembre 2025.
L'avis de mise à disposition a été, comme c'est obligatoire, affiché en mairie à compter du 19 septembre et à la CDC à compter du 23 septembre également. La mise à disposition donc, du public, au public du dossier s'est déroulée correctement du 16 avril au 23 mai. Il n'y a eu aucune remarque de la part du public. Il y a eu un avis favorable de la DDTM, mais avec deux prescriptions. Donc, la taille et l'opacité, la première c'était la taille et l'opacité des étoiles visant à identifier les bâtiments, c'était sur le document. Pour faire l'objet d'un changement de destination, masque la couche centrale et ne permet pas d'identifier précisément les bâtiments. Et la deuxième observation, c'était le dispositif de l'article 1 du règlement écrit, dans son état actuel, interdisent les commerces. Les dispositions de l'article 2 ne précisent pas que le changement de destination est autorisé. Donc suite à cet avis, il a été proposé d'apporter des ajustements. Donc la taille des étoiles ont été modifiées pour rendre plus transparente la lecture du zonage, en changeant la couleur également, en mettant du bleu. Et le règlement écrit a été modifié en rajoutant que, sauf condition émise à l'article 2, donc concernant l'interdiction de la destination du commerce, donc l'article 2 indique désormais que les bâtiments désignés sur le document graphique du règlement et en secteur peuvent changer de destination vers une vocation commerciale et activité de service. Voilà les modifications qui ont été apportées. Donc, alors sous réserve, donc, on a apporté les modifications demandées par les DDTM en fait. Je ne repasse pas tous les vues, tous les attendus, etc. Il vous est proposé ce soir d'approuver le bilan de la mise à disposition du public tel qui a été présenté, d'approuver le projet de modification simplifié tel qu'il vous a été annexé, de dire que le dossier de modification du PLU et la présente délibération ne seront exécutoires qu'à compter de la réception en sous-préfecture, comme d'habitude. Voilà, donc est-ce qu'il y aura des questions par rapport à cette modification du PLU? Des questions? Non, donc comme je vous invite, chers collègues, à voter pour approuver ou non, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 39 pour, je vous remercie. La délibération suivante concerne aussi l'urbanisme, définition des modalités de la concertation concernant la déclaration de projet important mise en compatibilité numéro 2 du PLU de la commune de Portes soumise à évolution environnementale portant sur l'extension du périmètre de la carrière. Je te laisse encore la parole. Oui. Donc effectivement, c'est la déclaration de projet numéro 2 donc, qui emporte la mise qu'il faut modifier en fait le PLU de la commune de Portes. Donc effectivement le projet donc, a été soumis à la MRAE qui a décidé, donc, comme c'était une extension de carrière qui portait sur un sous-secteur qui porte sur un espace boisé classé en fait, j'essaie de résumer un petit peu, la MRAE donc, a demandé à ce que ça soit soumis à évaluation environnementale. Donc d'après la loi du 2020-1525 du 7 décembre 2020, les procédures donc, obligent donc à mettre en place une concertation avec la population. Donc il vous a été décliné toutes les modalités de la concertation, les objectifs, donc permettre pendant une durée suffisante selon des moyens adaptés donc, au public d'accéder aux informations relatives à cette modification et comme d'habitude de formuler des observations et des propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente, c'est-à-dire la CDC et la commune. La concertation donc menée dans ce cadre-là aura pour objectif de garantir l'information éclairée des habitants sur le dossier de déclaration de projet afin qu'ils puissent formuler des avis et observer et indiquer des observations éventuelles. Cette modalité de concertation donc, porte donc, sur la mise à disposition d'un dossier de concertation papier avec un registre qui sera ouvert à la fois à la CDC, au siège et au jour habituel d'ouverture, mais également à la mairie de Portes, au jour et heure habituel d'ouverture également. Donc, le dossier, comme d'habitude, sera consultable en version électronique sur le site de la CDC et de la commune également, je crois. Le public pourra faire ses observations en écrivant soit dans un des registres mis à disposition, soit par courrier postal adressé au président, ou soit comme d'habitude concertation. Alors, comme d'habitude, non, l'adresse a changé, là cette fois-ci c'est concertation-dp-portes@convergent-garonne.fr.
L'affichage de la délibération se fera comme d'habitude à la CDC et à la mairie, au moins 8 jours avant le début de la concertation, ainsi que sur les sites internet de la CDC et de la commune. La concertation se déroulera pendant 33 jours, du lundi 26 janvier au vendredi 27 février 2025. 26, pardon, ouais, je relis bêtement, ça, on va l'apercevoir. Ensuite, donc, il y aura, comme d'habitude, un bilan de la concertation qui vous sera présenté en conseil communautaire. Voilà, donc cette délibération, vous l'avez compris, c'est pour l'extension de la carrière de Cortés. Mais comme il y a une extension sur l'espace posé classé, en fait, il y a besoin d'aller à l'enquête publique pour recueillir l'observation du public par rapport à ça. Donc il vous est proposé ce soir d'approuver les objectifs poursuivis concernant cette concertation, de dire que l'avis au public précisant les objets, je ne vous relis pas la totalité sur les modalités de la concertation. Par contre, il y aura une modification, je ne sais pas si elle a été apportée, Eric, c'est à la fin du deuxième paragraphe, donc c'est en application de l'article, le président présentera un conseil communautaire par rapport à ce que vous aviez en papier. La délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et le président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité et informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois. Voilà, Monsieur le Président. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 39 voix pour. Je vous remercie. Toujours dans le cadre de l'urbanisme, projet de création de périmètre délimité des abords sur la commune de Virolade. Alain, c'est toujours tout. Oui, donc en fait, on revient donc sur une délibération. En fait, on complète une délibération qui vous a été présentée donc, le 29 octobre 2025, au travers desquels le Conseil communautaire a donné son accord pour la création d'un périmètre limité des abords sur les communes suivantes. Il y avait Barsac, Landiras, Lestiac, Loupiac, Paillé, Podensac et Saint-Michel-de-Rieuffray. À l'époque, on n'avait pas intégré Virolade, parce qu'elle n'avait pas eu le temps d'examiner le dossier. Donc, en fait, dans le cadre de la loi CAP du 8 juillet 2016, donc, vous savez que il y a eu une modification en fait de la gestion de cette fameuse covisibilité des 500 mètres, qui aujourd'hui s'applique non pas par covisibilité, mais sur l'ensemble d'un périmètre en fait, sur lequel l'architecte des bâtiments de France peut donner son avis. Voilà. Donc en fait, le préfet soumet à la commune un périmètre qui a été discuté normalement avec la commune, sur lequel ils se sont mis d'accord, et donc on doit valider ce périmètre sur lequel à chaque fois donc, il y a un porté à connaissance de l'État. Et chaque fois qu'il y a un projet à l'intérieur de ce périmètre, en fait, l'avis de l'architecte des bâtiments de France doit être validé positivement. Voilà. Donc ce soir, en fait, il s'agit d'intégrer par cette délibération la commune de Virolade, donc de définir et d'intégrer le nouveau périmètre de délimiter les abords qui porte donc sur le château de Virolade, en fait. C'est à cause de ceci que ce périmètre est créé. Je suppose que, est-ce que j'ai été assez clair? Vous avez besoin d'autres précisions, donc il faut donc que vous donniez son accord, que le conseil communautaire donne son accord pour valider ce nouveau périmètre délimiter les abords sur cette commune de Podensac. De Virolade, pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 39 voix pour, je vous remercie. La délibération suivante nous fait revenir en finance sur la révision de l'AP Gymnase. Et je redonne la parole à notre collègue Dominique Camille.
Merci, Président. Donc effectivement, c'est la révision de l'AP Gymnase qu'on avait initialement inscrit à 2 100 000 dans le cadre des APCP. Or, il s'avère que cette somme sera dépassée. Les études techniques prouvent qu'il faut refaire le somme. Ce qui nous amène à une APCP de plus 300 000, c'est-à-dire qu'il faut qu'on la porte à 2,4 millions. Donc ça, c'est le sens de la délibération qu'on a à prendre ce soir. C'est important qu'on la prenne parce qu'on est en train de notifier des marchés et il faut que, quelque part, la PCP corresponde à ce qu'on écrit dans les marchés parce que sinon, on ne peut pas les engager, on ne peut pas les signer. Et actuellement, elle est portée à 2,1 millions pour des travaux qui sont estimés à 2,4 millions. Et on l'a réétalé dans le temps puisqu'elle s'étale jusqu'en 2027. Des questions? Oui. Non, c'est pas la question, c'est moi. Ah, d'accord. C'est un Je complément. voudrais effectivement qu'il n'y a pas que le sol. Oui. Il y a effectivement également le voltaïque sur le toit. Il y a le renfort de la charpente dû justement au voltaïque. Il y a les aménagements, les fournitures sportives, je dirais, comme le tir à l'arc, tous les casiers, les buts de basket, de hand et tout ça. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Je redonne la parole. On espère qu'on sera aidé sur ce dossier, mais ça va être délicat. Je rappelle que le département ne nous appuie pas beaucoup. Je le regrette. C'est 12 000 € sur le fonctionnement. On attend les fonds, les résultats, puisqu'on a candidaté sur les filières. Ouais, le gymnase de Peugeot a été aidé à 550 000. Donc on espère. On n'est pas bien traité. Ok. Est-ce s'il n'y a pas de questions, chers collègues, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Alors attendez, qui c'est Corinne. Ah oui, discute. Oui, bravo. Oui. Le scrutin est clos. Donc 34 pour et 5 abstentions qui sont donc Madame Fortinon, Monsieur Giroir, Madame Méneret, Madame Peignet et Monsieur Pelletan. Voilà, donc le point suivant, donc c'est sur la... Voilà, c'est... Ah oui, sur finance toujours, hein, constitution d'une provision pour créance douteuse. Voilà, ça... Bon, je m'excuse par avance, je vais vous donner quelques chiffres, c'est toujours un petit peu aride et désagréable, pour autant il faut faire le point. La situation à date aujourd'hui, on a 1 492 000 € dehors, qui se décompose de la façon suivante. Il y en a 552 000 qui correspondent aux années 24-25, 616 000 entre 20 et 23, et antérieur 323 000. Voilà le panorama. Dans ces 1 492 000, effectivement, c'est tout compris. Il y a là-dedans du portage de repas, du centre de loisirs, de la crèche. Pour autant, la partie ordures ménagères est 1 100 000. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Je rappelle que la partie ordures ménagères, c'est stoppé au 31/12/2024, puisque à partir de 2025, c'est transféré au CEMOCTAN. Donc c'est 1 100 000 qui sont, j'allais dire, actés dans nos livres et qu'il faut recouvrer. C'est pas simple et on peut avoir quelques doutes. Donc je vais vous expliquer ce qu'on souhaite faire. Il y a deux choses. On a prévu en termes de budget, il y a l'application comptable de faire des provisions en hauteur d'un pourcentage selon les années. Et puis on a pris, nous, la précaution d'inscrire une réserve budgétaire
qui nous permet d'être un peu plus souple. Parce que quand on fait des provisions selon les règles des GFI, elles sont fléchées sur une année, si ça ne colle pas, c'est compliqué à rectifier. Donc en ce qui concerne 2023-2026, on va faire qu'une enveloppe qui est estimée, enfin pas estimée, aujourd'hui elle est 939 935,34, sur lequel on va provisionner, le calcul on le fait à 33%. 33%, ça nous amène à 310, 178, 66. On avait quand même déjà fait des écritures de précaution. On était à 301 540 d'écritures de précaution dans cette rubrique-là. Donc la délibération, c'est effectivement de faire un complément de 8638,26 pour qu'on soit calé sur nos 33%. Pour autant, je le rappelle, on a une enveloppe budgétaire qu'on avait, qui était à hauteur de 663 000, qu'on avait, qui est aujourd'hui à 570 000, elle existe toujours. Je souhaiterais, moi, que dans le prochain budget, on la remonte un petit peu pour arriver à une couverture qui soit pas loin du million ou du million 100, parce que je ne vous cache pas que j'ai quand même certaines inquiétudes concernant les ordures ménagères, sachant que même sur l'année 2024, on s'aperçoit qu'on a encore 200-300 000 euros dehors. Donc il y a un vrai problème sur ce système-là. Et sur les années précédentes, il reste encore des sommes significatives qui correspondent grosso modo à ce que nous a dit la DGFIP, au 12 ou 13% ou 14% de la payer sur ce système. Donc voilà, on en est aujourd'hui. Donc encore une fois, je le redis, économiquement et dans nos comptes, vous avez la provision comptable et puis on a une enveloppe budgétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est couvert à 900 000 euros, 880. En termes de budget 2026, moi je souhaiterais qu'on regonfle l'enveloppe budgétaire, c'est une réserve, on s'handicape quelque peu, puisque c'est de l'argent qu'on va mettre de côté, pardonnez-moi l'expression, qu'on aurait pu utiliser sans doute de façon plus pertinente. Pour autant, je considère quand même un risque important et qu'on se doit de se préserver. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc là, on complète à 8638,26. Monsieur Michel Garde. Une question concernant les 33%, d'où il sort ce chiffre de 33%? C'est une estimation moyenne qu'on a fait entre du 15, du 20, du 25 et qui nous semble un peu... Ben oui. De toute façon, l'important, d'ailleurs, c'est qu'on ne veut pas non plus se rigidifier, puisqu'on gère, nous, avec l'enveloppe budgétaire, on est plus souple. Ce qu'il faut retenir, je crois, c'est qu'on a effectivement aujourd'hui 900 000 euros qui sont prévus pour faire face à nos défaillances de paiement. Ça veut donc dire qu'il faudrait, sur le budget 2026, augmenter la provision à quelle hauteur? Bon, je pense qu'on va faire les calculs, mais il faut remettre 250-300 000. Là, on est en sécurité absolue. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne. Mais plus le temps passe, plus le risque croît. Je crois que ça serait bien de faire le provision. Il y a un travail de fait, on voit des sociétés qui nous promettent monts et merveilles. Moi, je ne vois pas beaucoup d'argent rentrer dans la caisse concrètement. Et puis, il faut être aussi lucide. Il y a des sommes, alors on ne parle pas des gens dont on a perdu l'adresse, ceux qui sont en faillite individuelle et tout ça. Et puis, il y a des sommes qui vont être irrécouvrables. On peut faire appel à une société. Quand vous avez des sommes qui sont à 200, 250 euros, si ça coûte 400 euros pour aller les chercher, malheureusement, eh ben vous laissez tomber. Je l'ai fait en entreprise, on avait le même raisonnement. C'est pas moral, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Malheureusement, on en est là. Bon. On espère quand même en récupérer encore, ça c'est certain, mais on va couvrir, à mon sens, on va couvrir le risque maximum. D'autres questions? Ça vous a... Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 39 pour. Voilà. Merci. Je vous remercie. Donc, toujours dans les finances, constitution d'une provision pour créances douteuses, cette fois-ci concernant l'annexe Ponton. Alors, l'annexe Ponton, on a effectivement la même approche, on a des recettes, et on a une provision aujourd'hui qui est un peu supérieure aux 33% qu'on affiche. Donc là, on va réinjecter
va réinjecter, je ne sais plus, là, une petite somme. 1877,24 qu'on remet en circulation puisqu'on est en surprovision par rapport aux 33% et la règle qu'on a validée avec la DG. Question? Non. Donc je vous invite à voter, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 39 pour, je vous remercie. Toujours dans le cadre des finances, constitution d'une provision pour créances douteuses, cette fois-ci sur le budget SPAN. On a une provision qui est beaucoup au-delà, donc on va reprendre la provision à hauteur de 9473,67 de façon à ce qu'on soit là, effectivement, toujours dans la norme. Question? On parlera de... Non, je vous invite à voter, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 39 voix pour, je vous remercie beaucoup. Alors, toujours dans le cadre des finances, budget GEMAPI, approbation d'une décision modificative numéro 2. Alors, il y a trois délibérations qui suivent, qui sont du même type. C'est-à-dire qu'on va affecter, de façon à avoir la comptabilité la plus claire, la plus sincère et la plus visible possible, des frais généraux sur les budgets annexes. Parce que si on met pas de frais généraux, on a des budgets qui ne reflètent pas la réalité. Je vous donne un exemple. On a souvent dit dans cette instance que le SPAN, qu'on était à l'aise, on avait de la trésor de côté et qu'il n'y avait pas forcément lieu de monter les tarifs. Sauf qu'on ne mettait pas 60 000 € de frais généraux. Donc quand on met ça, ça peut changer un petit peu la donne. Donc le but, c'est de donner à ces budgets annexes une vraie lisibilité. Après, la décision politique, on en fait ce qu'on veut, mais au moins on a des chiffres exacts. Je considère qu'il n'est pas normal qu'il n'y ait pas d'affectation du budget principal sur ces budgets annexes concernant les frais généraux, qui sont essentiellement par du 0,12 d'ailleurs, du temps. Donc, en ce qui concerne, mais il y a aussi sur GEMAPI par exemple, on a 400 heures de fauchage. On met 400 heures sur les services techniques, on met ça dans le budget général. On passe 400 heures sur les digues, il faut l'affecter au budget GEMAPI. C'est juste la vérité, enfin la vérité. Et après, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, hein. C'est pas non plus le but de charger un budget plus qu'un autre, ce qui n'a aucun sens. Au résultat, on se retrouve tous ensemble, mais c'est d'avoir la vision économique la plus juste possible. Donc, en ce qui concerne GEMAPI, ça a été vu avec les vice-présidents, on va affecter 22 200 € sur ce budget-là. Question? Non? Je vous invite à voter, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 39 voix pour, finance, budget SPAN, approbation d'une décision modificative numéro 2. Oui, alors ça c'est le même raisonnement, donc on va affecter, on va rattacher 43 000 €. Pourquoi 43 000 €? Il n'y avait aucun frais de personnel, donc là j'ai le détail, on l'a fait, on n'a pas fait ça à la louche, c'est-à-dire qu'on a affecté 20% de Charlotte Hervey, 5% de David Duchon, le patron des services techniques, donc quand il s'occupe de ça, c'est un peu normal que le budget en supporte, et puis il y a 5% de frais généraux. Voilà comment on constitue la somme de 43 000 € qui amène à la réalité des choses. Question? Non? Le scrutin est ouvert. Moi j'ai quand même une remarque. Attends. Je trouve que sur le vote est fait, je remets pas en temps, mais je trouve que ça fait beaucoup quand même sur le champ de personnel sur le sport. 42 000. Oui, ça correspond à peu près à la
marge qu'on avait, quoi. Pas vraiment. Et Je pense que c'était quoi? C'était 45 000 ou 60 000? plus que ça, un peu plus. Un peu plus. Ça veut dire qu'en 2 ans, on mange... Mais ça peut être ça. Parce que, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de dire finalement, à un moment on avait une marge, qui était une marge pour moi un peu fictive, enfin fictive. C'est-à-dire que quand on met pas de les frais, on dit tout va bien et on ne bouge pas les tarifs. Hein. Je rappelle que ces budgets, ils doivent s'équilibrer par le... Je ne conteste pas. Non, mais je sais, Alain. Je trouve que l'enveloppe est quand même, à mon avis, surévaluée. C'est juste cette remarque. C'est une impression personnelle. On la prend en note et elle est légitime, mais le service finance, il n'a aucun intérêt à changer plus l'un que l'autre. Hein. On vérifiera avec Marie-Noël et au moment du budget, on regardera si on a une appréciation plus fine. Encore une fois, le but, on ne va pas saucissonner non plus que ça, mais on peut le regarder. Hein. Mais sur le principe, c'est ça. On l'a voté celle-là? Oui. Alors, la 18 alors. Attendez, oui, mais là, il n'a pas donné le résultat encore. Voilà, 39 voix pour, donc c'est fait. Et ensuite, toujours finance, budget Ponton, approbation d'une décision modificative numéro 1. Alors, toujours le même principe. Sur le budget Ponton, je voudrais quand même faire une remarque. Ce budget était mal conçu dès le départ. Dès le départ. Oui. C'est-à-dire qu'on a mis l'emprunt, les amortissements et les intérêts financiers sur le budget principal et le reste sur le budget Ponton. Donc, effectivement, quand on met les recettes d'un côté et les frais de l'autre, ça ne matche pas bien. Ça matche pas bien. Là, on remet plutôt les frais de personnel à hauteur de 18 000 €. On a un problème technique comptable. Moi, j'avais souhaité qu'on rebascule tout. Après, que ce soit un budget qui soit en déficit ou on a fait des pontons, mais techniquement, c'est extraordinairement compliqué. On est en discussion avec les services fiscaux pour voir si on pourrait trouver un accommodement, pas remonter l'histoire, mais qu'on mette au moins les remboursements d'emprunt, des amortissements sur ce budget-là, de façon à ce qu'on ait quand même maintenant, chaque année, une vision saine de l'affaire. Et encore une fois, après, la lecture politique, il est prêt. Mais il a été conceptuellement mal fait. Mais bon, on ne va pas en faire l'histoire. C'est comme ça et celle-là, elle est difficile à rectifier. Donc là, pour le moment, on fait un petit correctif sur les frais personnels qui y sont, hein, c'est un autre élément. Mais le gros paquet, c'est ça. Et concrètement, ça veut dire que ce n'est pas un budget sincère, en fait. Hein. Voilà, ce qui a été confirmé quand j'ai dit à la CDL, mais ce budget-là, il n'est pas sincère, je dis oui, je confirme. Je rappelle que la CDL, enfin les services fiscaux ont mis le tampon depuis des années sur ce budget-là, ça leur a pas posé de problème non plus. Mais voilà. Des questions? Oui. Vincent? Ah non, je pensais que tu veux. Ok. Bon, mais donc, s'il n'y a pas de questions, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 39 voix pour, je vous remercie beaucoup. Donc la délibération suivante concerne les ressources humaines sur l'approbation du règlement de formation. Alors conformément à la réglementation, la formation professionnelle est obligatoire et tout au long de la carrière. Il est ainsi proposé un nouveau règlement de formation qui définit les règles internes concernant les traitements des demandes et de formation. Celui-ci est issu d'un travail de groupe proposé d'un panel d'agents issus de diverses fonctions, divers services et diverses catégories. Donc il a été approuvé par le CST. Voilà, donc vous avez dû recevoir donc, dans le cadre des documents qui vous ont été fournis. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je vous propose de délibérer. Le scrutin est ouvert. François. Le scrutin est clos. 39 voix pour, je vous remercie beaucoup.
Délibération 20, ressources humaines, révision des modalités de mise en œuvre du télétravail. En décembre 2020, la collectivité a mis en place le télétravail pour des agents qui ont des missions qui le permettent. Depuis 2024, un groupe de travail composé d'un panel d'agents a évalué le télétravail et réfléchi à son évolution au sein de la collectivité. Il est ainsi proposé un nouveau règlement du télétravail qui définit les règles internes et notamment le nombre maximum de jours fixés désormais à 2 contre 3 auparavant. Il a été approuvé par le CST. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je vous propose de voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 39 voix pour. Merci beaucoup. Donc, toujours dans le cadre des ressources humaines, modification du tableau des emplois et de l'organigramme. Il appartient à l'Assemblée délibérante de statuer sur les emplois de la collectivité. Dans le cadre de la convention relative à la gestion de la salle de spectacle de la Forge à Portès, il est proposé d'augmenter la quotité horaire du régisseur technique et ainsi passer de 17/35e à 35/35e. Cette modification permet également de régulariser la situation administrative de l'agent. Oui, ben après on va en parler. Donc, pour ce premier point, est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc je vous propose de délibérer. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà, je vous remercie. 39 voix pour. C'est pour ça que je vous disais, parce que la délibération qui suit est liée à la précédente. Donc c'est un agent qui vient de la commune de Cadillac-sur-Garonne, qui est passé en mutation, donc à sa demande à la CDC, mais on restera dans la même quotité, c'est-à-dire qu'il est maintenant à plein temps au niveau de la CDC, mais il sera mis à disposition sur la même quotité, c'est-à-dire 50%, à la commune de Cadillac, donc pour le moment, financièrement, ça ne change rien. Voilà, simplement pour l'agent, c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'il avait une partie qui était en contrat, et maintenant il est totalement titulaire. Ce qui est quand même important pour lui, parce qu'il arrive à un certain niveau de carrière, et il est important qu'il pense un peu à la retraite. Voilà. Bon, enfin, pour les cotisations, hein, on s'entend bien. Voilà. Bon, donc c'est pour ça que donc, ça sera la mise à disposition à la commune de Cadillac à hauteur de 17/35e. Voilà, est-ce qu'il y a des questions concernant ce point-là? Non, je vous invite à voter, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc 39 voix, je vous remercie beaucoup. La délibération suivante concerne le marché public, protection sociale complémentaire des agents. La réforme de la protection sociale complémentaire de la fonction publique territoriale impose aux employeurs territoriaux de participer, une part, au financement des garanties de prévoyance à hauteur de 7 € par mois et par agent à compter depuis le 1er janvier 2025. Au financement de la garantie santé à hauteur de 15 € par mois et par agent à compter du 1er janvier 2026. Cette participation peut prendre deux formes. Soit une participation versée à l'agent s'il souscrit à un contrat individuel labellisé, soit par le biais d'un contrat
collectif à adhésion facultative, hein, c'est-à-dire en passant par le centre gestion, hein, qui avait fait un appel pour... Donc, depuis janvier, donc la CDC participe déjà à la protection sociale des agents. Pour le risque santé, j'avais ma souris qui ne fonctionne plus. Pour le risque santé, pour une participation versée aux agents. Pour le risque prévoyance, par le biais d'un contrat collectif. La participation de la CDC est de 15 € si l'agent bénéficie d'un des deux contrats, et de 25 € s'il souscrit aux deux. Dans le cadre, la CDC a donné mandat au centre de gestion 33 afin d'intégrer un groupement de commandes pour le risque santé et le risque prévoyance. Suite à la procédure, 2 contrats groupés ont été souscrits auprès de Territoria Mutuelle pour la prévoyance et MNFCT pour la santé. Voilà. Alors il est en ajout, donc il est également proposé que la participation pour la santé soit augmentée de 10 €, mais que cela fasse l'objet d'un avis préalable du CST qu'on doit consulter par rapport à ça, et donc d'un prochain vote en conseil communautaire. Donc ce n'est pas applicable ce soir, c'est juste pour vous donner cette information. Et il est également précisé qu'au 1er janvier 2029, la CDC devra participer à hauteur de 30% pour la 50% pour la prévoyance à travers un contrat collectif à adhésion obligatoire. Voilà, donc dans 2 ans, enfin en 3 ans, oui, en 2029, donc il faudra que l'on participe à hauteur de 50%. Voilà, ça c'était pour l'information. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc je vous propose de voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc 39 voix pour. Je vous remercie beaucoup. Alors, délibération suivante. Marché public. Avenant au marché 2024 M13 des travaux d'extension de la crèche Crocolune à Séronce concernant les lots 5 et 6. Par une délibération du 5 mars 2025, le Conseil communautaire a attribué les marchés de travaux pour l'extension de la crèche Crocolune de Séronce. Par une délibération du 26 octobre 2025, le Conseil communautaire a délibéré pour des avenants sur les lots 5 et 7. Il est désormais nécessaire de délibérer des avenants pour travaux supplémentaires suite à des demandes a posteriori, donc de la PMI, c'est la PMI qui demande ça. Donc avenant numéro 2 sur le lot 5, c'est-à-dire plâtrerie, isolation des faux plafonds, menuiserie intérieure, agencement avec la Société Générale Bordelaise de Construction pour un montant de 1114 € hors taxe. Et un avenant numéro 1 sur le lot 6, donc sol souple, peinture avec la Société Cabane pour un montant de 1010 € hors taxe. Voilà, donc voilà, c'est quand même des augmentations, enfin sur 2 lots qui ont été faites à la demande de la PMI. Comme la PMI est quand même un des financeurs non négligeables, on s'exécute quand ils nous demandent ça. Voilà.
Voilà. Alors, s'il y a pas, est-ce qu'il y a des questions? Non? Non, non, mais c'est pas ouvert. Maintenant, ça va être ouvert. Allez-y. Donc Vincent. Et voilà. Voilà. Le scrutin est clos. Merci beaucoup. 39 voix pour. Je vous remercie beaucoup. Donc voilà. Alors nous sommes arrivés à la fin des délibérations et nous avons une question de Monsieur Garat qui nous a été déposée. Est-ce que Michel, tu veux la reprendre? Ah oui, tout à fait, oui. Oui, vas-y, non, mais parce que je pourrais la lire aussi. Mais ouais, mais je vais la reprendre. Ben, il vaut mieux que tu la reprennes. Moins aride. C'était une question concernant la tarification, au passage de la TOM, TOM, de la facturation des ordures ménagères. Bon, on sait tous ici ce qu'il en est d'un certain nombre de tarifications qui ont augmenté en fonction des valeurs locatives des biens, donc, notamment pour les personnes seules habitant en grande maison. On connaît ça, on ne va pas revenir là-dessus. Il y a eu des augmentations qui ont été un peu difficiles à digérer pour certains, donc, et puis il y a quelques cas exceptionnels dont j'ai entendu parler moi sur Marsac, des gens pour lesquels l'augmentation est absolument incroyable. Incroyable pourquoi? Parce que la base locative est élevée, et ce sont des gens qui payaient bien, qui faisaient tout bien, qui payaient moins de 200 balles, moins de 200 euros à deux, et qui passent tout d'un coup à 800. Donc là, ça fait tousser sérieusement, et ce sont des gens qui envisagent éventuellement d'aller plus loin et de faire une action contre ce type de tarification qui n'a plus grand chose à voir avec le service rendu, on est bien d'accord là-dessus. Donc je me suis un peu renseigné ici et là, j'ai vu je me suis un peu renseigné ici ou là, et j'ai vu qu'il y avait une possibilité de plafonner la valeur locative sur un territoire donné. Alors, je ne sais pas quel est le territoire donné, est-ce que c'est le territoire de convergence, est-ce que c'est le territoire de Sénoctom, j'en sais rien. Sur le territoire de convergence, si c'était le cas, on pourrait décider à un moment ou à un autre de plafonner la valeur locative à un chiffre qui n'est pas inférieur à 2 fois la moyenne de la base locative du territoire. On prend la valeur locative du territoire, on divise, on arrive à une moyenne, on multiplie par 2 et ça fait un plafond pour l'application de la taxe. Donc si je prends l'exemple d'une taxe moyenne qui serait, enfin une base locative moyenne qui serait à 1500 euros, on pourrait plafonner la valeur locative à 2 fois 1500 égale 3000 euros, ce qui plafonnerait de facto la facturation à 3000 multiplié par 12% de l'ordre de 400 euros. Donc clairement, ça pourrait être une solution applicable. Je voudrais savoir d'abord, ma première question c'était de savoir quelle était la zone sur laquelle c'est appliqué. Quand on parle du territoire, est-ce que ça concerne Convergence ou est-ce que ça concerne tous ces Sénoctom? Si ça concerne Convergence, est-ce que d'autres territoires de Sénoctom l'ont appliqué? Et donc ça c'est une question. Et si j'ai bien lu les textes auxquels j'ai pu me référer, c'est déjà trop tard pour appliquer ça en 2026. C'est-à-dire que c'est des décisions qu'il faut prendre avant le 15 octobre. Donc, enfin, ceci dit, l'échéance électorale prochaine n'est pas la fin du monde, donc peut-être qu'il faut envisager d'y travailler dès maintenant, si c'est possible, et si ça correspond à la règle qu'on peut s'appliquer. Mylène? Oui, bonsoir. Excusez-moi, mais j'ai un problème de sono, donc je m'entends parler, c'est assez désagréable. Donc je ne sais pas si c'est assez fort pour vous. Effectivement, ça résonne dans mes oreilles, donc c'est un peu désagréable. Effectivement, alors ce plafonnement n'est pas instauré sur le périmètre de la collectivité du Sénoctom. Quand nous avons fusionné, enfin transféré la compétence au Sénoctom, nous avons fait la même règle d'application qui était faite sur son territoire. C'est tout à fait entendable, on peut y travailler, sauf que quand on a démarré, nous avions les bases qui nous avaient été données, l'appel du Sénoctom, et le taux a été établi en fonction de l'appel à projet, enfin l'appel du montant du Sénoctom qu'il fallait nous reporter sur notre budget pour pouvoir récupérer. Donc là, je pense qu'effectivement, vous l'avez dit, M. Garat, c'est qu'il va falloir y travailler sur cette possibilité. Ça peut se faire à notre échelle si nous décidons de le faire. Ça sera un choix politique au niveau de notre communauté de communes.
ça peut se faire, mais je pense qu'il est préférable de travailler là-dessus sur une bonne année, déjà, se mettre à travailler là-dessus, parce que, effectivement, ce qui va manquer, il risque de manquer, et ça va faire d'une part augmenter le taux pour tout le monde, et voilà, donc il ne faut pas que nous ayons de déficit par rapport à ce que nous appellent le Non, sémantique. mais je comprends ce que vous dites, mais je suis en train de vous parler de cas marginaux. Donc, Non, ça ne marche pas comme ça. Ce qui va se passer, moi je suis plutôt favorable à ça, parce que je vais dire c'est quelque chose qui est assez cartésien et arithmétique. Parce que si on rentre dans encore des trucs qu'on ne va pas pouvoir gérer, on va retrouver dans la problématique qu'on évoquait tout à l'heure. Ce qui va se passer, c'est que si on écrète, je pense que ça va tourner, la base sur laquelle on fait le calcul va baisser. Au lieu d'avoir 30 millions, on sera peut-être à 20. Et je rappelle qu'après on a le budget du CEMOCTOM, qui nous dit votre facture c'est 3,7 millions, c'est 3,7 millions. Soit on part sur une base à 30 et on arrive à 12,35, soit on a une base à 20 millions, je garantis pas les choses, il faudra passer à 15. Ce qui veut dire qu'effectivement, faut être clair, mais ça sera peut-être plus équitable. Ceux qui ont été lourdement frappés, c'est pas le fait d'être seul, c'est la valeur locative. On peut appeler ça, c'est peut-être pas joli, c'est un impôt sur le capital, sur le patrimoine. C'est un impôt sur le patrimoine. Donc ceux-là vont baisser et d'autres vont remonter. Ça c'est clair, net et précis. Je suis entièrement d'accord avec ça, c'est pour ça que ça justifie une étude précise pour savoir à partir des bases actuelles qu'est-ce que ça va donner. Et quand je vous dis ne peut pas être inférieur à 2 fois la base moyenne, ça veut dire que si on décide de la mettre à 2 fois et demi, ou à 2,2, ou à 2,8, en fonction de ce qu'on veut, en plafonnant, en considérant un plafond de ce que l'on peut appeler truc. Donc ça, il faut rentrer dans le moteur, j'allais dire, pour arriver à sortir des moyennes, c'est clair. Mais si vous voulez, le moteur, il est assez simple, c'est les bases des GFIP. Oui, non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire par là, si on considère que les cas que je viens de citer sont marginaux, le fait de régler ces cas marginaux, alors ça veut dire qu'ils sont importants plus que ça? Non, c'est pas ça. On va pas traiter Madame Machin, Monsieur Paul. C'est-à-dire qu'on dit, ce système a fait que, effectivement, ceux qui avaient une valeur locative importante. J'en ai un sur la commune, tout le monde le connaît, le docteur Poisson, il est passé de 250 à 1200. Château de la Salle. C'est admissible, ça. Bon. Pourquoi? C'est sa valeur locative. C'est comme ça. On ne va pas traiter au cas par cas les gens. C'est-à-dire qu'il faut réformer le système en écrétant. Je suis simplement en train de dire que c'est quelque chose qui se regarde avec les chiffres pour savoir à quel niveau on met la barre. C'est pour ça que... Sachant qu'on a le souci aussi de ne pas trop augmenter ceux qui sont en dessous, on est d'accord. Ah oui, mais là, je pense qu'on va être dans la quadrature du cercle. Non, c'est de la mathématique assez simple, assez basique. Oui. Je veux dire, il faut regarder quelle est la répartition par tranche, et de voir à quel niveau on prête et quel est l'impact sur les autres, comment on les répartit sur ceux qui payent moins. Ça me paraît être assez simple. Oui, c'est assez simple, il faudra quand même qu'on en parle avec la DGFIP, parce que c'est eux qui vont tenir... Non, mais moi je suis juste en train de soulever la question. Oui, non, mais t'as raison. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut se faire? Est-ce qu'on peut l'étudier, sachant qu'on a un an pour le faire? On est d'accord sur le principe, il faut faire des simulations. Parce que là, savoir jusqu'où les gens qui payent 800 000 balles ou 200 euros, ils ne vont pas dormir longtemps sur ce sujet. Je signale qu'ils vont s'activer. C'est clairement pas admissible. Je rappelle, on a un service public qui coûte 3,7 millions, il faut quand même qu'on trouve 3,7 millions. Pardon, je pense que... alors, on peut y regarder, on peut y travailler, mais je pense qu'on est sur un syndicat où il y a plusieurs communautés de communes, et je pense qu'il va falloir travailler en commun aussi et y réfléchir au niveau du sans doute. C'est pour ça il y a un peu de temps pour le faire, mais il faut, à mon avis, regarder. Et on va déjà regarder ça avec les bases fiscales que l'on a eues l'année dernière par rapport à ce qui a été appelé, par rapport à la mise à jour du tableau des bases. Il faudra qu'on fasse la vérif pour le budget, là, parce qu'on a pris ces 12,35. C'est 12,35 en fonction du budget de la base qu'on avait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, dans quelques mois, on aura deux éléments nouveaux qui seront peut-être voisins l'un de l'autre. Je peux entendre ça. C'est-à-dire le nouveau budget, ce qui sera 3,7 millions à 3,8 millions à 3,6 millions, j'en fais rien aujourd'hui. Donc il faudra prendre ça en compte. Et la base que la DGFIP va nous donner avec les évaluations, les gens qui ont fait des modifs et tout. Donc le 12,35, il peut peut-être venir 12,21 ou 13,35.
j'en Il sais va rien. plutôt. Mais on va voir les deux variables qui vont bouger. Oui, oui. D'après ce que les gens regardent, ils regardent pas le taux, ils regardent ce qu'ils payent. Oui, mais d'accord, mais notre responsabilité, c'est de couvrir. Parce que quand il faut couvrir 1,1 million d'impayés, il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, je pose juste la question du débat. Mais t'as raison. Et que les propriétaires ne pas écarter la chose a priori. Tout c'est se mettre en chantier par rapport à ça. Voilà. Est-ce que c'est bon sur cette question? Donc là, juste je rappelle pour ceux qui se sont inscrits que demain il y a le repas de Noël avec le personnel de la CDC. Donc c'est à 12h30, essayez d'être à l'heure, à la force. Hein, voilà. Le prochain conseil communautaire, ça sera l'année prochaine, donc le 14 janvier 2026 à Payet. Et le calendrier va vous être envoyé, peut-être que certains l'ont déjà reçu, le premier trimestre 2026, puisqu'après on sera sur une nouvelle gouvernance.